Alors, là, je suis... voilà. C'est ce que j'aurais dû faire hier. Là, maintenant, je dois aller sur TikTok. Je dois aller sur TikTok. Ah, c'est pas toujours facile. Permettez-moi. On va essayer des choses. On va essayer quelque chose. Bonsoir mes chers amis. N'hésitez pas. Partagez un peu. Partagez. Je vais donner mon avis, n'est-ce pas, sur un sujet. J'ai été sollicité par mon frère tout à l'heure dans un live sur TikTok, le frère de combat, Dr Afana. Je rentrais du sport, j'étais avec mes enfants. J'étais tellement fatigué, voilà. Tout de suite, Dr Afana me dit, Bertie, s'il te plaît, viens dans le live, il faut que tu donnes ton avis sur un sujet qui est très très important. J'ai dit, mais c'est quoi le sujet et tout. Je venais à peine vraiment d'entrer dans le live. Il me dit, bon, il y a Mark Lister qui dit, bon, on va, en substance, hein, il dit, voilà, il y a des gens qui sont des Bamileke qui estiment que, bon, voilà, Kamto pour eux, c'est, voilà, c'est le Dieu. Bon, il a sorti certaines expressions, certains concepts. Le concept du crâne, du suprémacisme crânien, des choses comme ça et tout. Bref, il y a certains Bamileke qui pensent que ça doit être Kamto et tout ça. Effectivement, quand j'ai pris la parole, vous savez, moi je suis quelqu'un dans ce que je fais. Je ne suis pas dans la logique de ceux qui font des choses parce qu'ils ont envie de plaire. Non, on ne bip personne ici, Zenam. Je ne veux pas qu'on bip les gens. Tu sais que moi j'aime faire mes lives, je suis seul dans mes lives. J'aime vraiment être seul quand je fais mes directs parce que ici, j'ai cette latitude, j'ai cette liberté d'expliquer, d'expliciter, de poser des trucs, de prendre des arguments, prendre des exemples à gauche, à droite pour bien expliquer ce que, voilà, pour bien étayer mes propos. Si à un moment, tu es dans un live ou à un moment tu veux parler, tu veux interagir avec les autres, tu es interrompu. À un moment, bon voilà, il y a des trucs que les débats, ça me fatigue en fait. J'aime dire ce que je pense, après je passe à autre chose. Les débats, j'aime pas beaucoup parce que dans les débats, je vois, il y a beaucoup de mauvaise foi. Dans des échanges avec les gens, il y a même parfois de la méchanceté gratuite. Parfois, quelqu'un te comprend. Tu portes une idée que lui-même, il a l'habitude de défendre ailleurs. Mais comme cette fois-ci, c'est toi qui portes cette idée, il te contredit. Et le lendemain, il reprend encore les mêmes choses, les positions qu'il refusait aujourd'hui. Il va défendre ça ailleurs, un autre jour. C'est des trucs qui me fatiguent. Le discours que je tiens depuis des années ici est un discours qui est très clair. Et personne ne va me faire changer d'avis. Parce que pour faire changer d'avis, il faut avoir des arguments en béton, des arguments massifs. Qui à un moment vont faire que bon, tu vas te retrouver face à ça, tu vas te dire, waouh, non, là quand même, les gars, ils ont raison. Mais si on ne peut pas t'apporter d'arguments convaincants, on ne peut pas t'apporter un argument valable, on te sort quoi? Le discours politique. On fait quoi? Ce qu'on appelle le populisme. En fait, on dit les choses aux gens pour plaire aux gens, en fait.
Mais ça ne se base pas sur la réalité. On essaye de taire des choses parce qu'on veut plaire. On évite de dire un certain nombre de choses parce qu'on veut éviter de blesser certaines sensibilités politiques, certaines sensibilités ethniques, sensibilités ceci, sensibilités cela. Nous sommes Camerounais. Le Cameroun en tant qu'État existe, ça ne fait pas 70 ans. C'est récent. Ça fait 60 ans quoi, c'est récent. Ça veut dire quoi? Avant que le Cameroun ne soit ce qu'il est aujourd'hui, qu'on appelle pays, avec son drapeau, son passeport, ceci, cela, les gens se reconnaissaient dans un espace qu'ils partageaient, mais à travers des groupes ethniques. C'était des groupes ethniques, c'était des groupes ethniques et éparses un peu partout à gauche, à droite, sur un territoire qui était très vaste. Et par la suite, avec la colonisation occidentale, on nous a donné un drapeau, on nous a donné l'hymne national, qui est rédigé d'ailleurs par Camille Chazot, l'hymne national du Cameroun. On a donné les armoiries et tout ce qu'on... Voilà. On a délimité les terres après les luttes occidentales, ce qu'ils ont organisé chez nous. Et il y a quelque chose qui existe maintenant qui s'appelle Cameroun. Et avant ce Cameroun-là, il existait des Bassa, il existait des Bamileke, il existait des Tika, il existait des Sissi, il existait des ceux-là, des Islamo, des Peuls, il existait des... Voilà. Il existait des Mundam, je ne sais pas, les Fali, si vous voulez, il y avait des Sawa, il y avait tout ce que vous voulez, toutes ces composantes ethniques-là. On partage massivement, les amis, s'il vous plaît. Toutes ces composantes ethniques-là, bonsoir, Hardy Safe. Toutes ces composantes ethniques-là existaient sur le territoire, même si ça ne s'appelait pas Cameroun, même si ça va s'appeler plus tard Cameroun. Ça veut dire quoi? Les gens interagissaient, les gens se reconnaissaient comme des gens, des groupes ethniques appartenant à un espace géographique bien donné. Et ils vivaient tout simplement là-bas, avant que le Cameroun ne soit le Cameroun que nous connaissons aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Puisque c'est récent, les gens se considèrent comme appartenant à telle ou telle tribu, à telle ère culturelle. C'est un peu comme ce qu'on appelle l'angle mort en fait. Parfois, on fait semblant. Mais c'est là en fait. Ça dit que vous avez les Camerounais qui vont vous dire non, je suis Camerounais, je me sens même très panafricain, panafricaniste et autres. Mais dès que tu vas l'attaquer sur son village, tac, tout de suite sa réaction. En fait, les gens font semblant beaucoup. Les gens font beaucoup semblant, les gens sont dans un discours très hypocrite. Il y a des gens qui vous disent non, je suis panafricaniste, les affaires de tribu, ça ne me concerne pas. J'aime pas quand on parle des choses comme ça, c'est arriéré. On est en 2026, il faut pas parler des tribus, c'est n'importe quoi ça. On parle pas des tribus. J'appartiens à l'Afrique. Ils ont souvent ce mot-là. Je suis africain, ma capitale, mon pays, c'est le Cameroun, mais je suis africain. Des discours complètement hypocrites. Attaque les Bassa devant lui, tu vas voir sa réaction. C'est là où il se sent Bassa. C'est quelque chose qui est profondément ancré en nous. On appartient à des tribus, à des grands groupes ethniques. On appartient à un pays. Parce que c'est une colonisation. Avant ça, moi, j'existe en tant que Bamileke. Moi, je suis fils Bamileke. Ma tribu existe avant ce qu'on appelle le micro-État croupillon qu'on appelle le Cameroun, qui est une création récente. Qui est une invention récente, Togo, le Tchad et tout ce qui va avec. Je suis descendant d'une ethnie millénaire qui avait déjà une histoire, qui avait un territoire donné, qui avait ses us et coutumes, qui avait bâti une civilisation et tout. Je suis Bamileke. Mais vous avez donc des hypocrites qui sont dans un autre discours. Ils sont là, ils veulent vous faire croire qu'en fait, ils n'ont rien à voir avec les tribus. Alors que ce sont des réalités sociologiques, anthropologiques de notre pays avec lesquelles il faut composer. Ne pas faire semblant. Et ce n'est pas parce qu'on fait semblant que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on déplace un problème que ce problème est résolu. J'adorais cette chanson de Soumbil, l'ivoirien Soumbil, qui disait « Nos piliers sont pourris, mais on construit dessus quand même. Et après, on s'étonne que tout ne marche pas comme il faut. Si on s'est battu depuis, c'est pas pour mourir de faim. Parce que vrai, ça va pas, on va pas compter. » C'est pas parce qu'on déplace un problème
Sachons résoudre nos problèmes au lieu de toujours les déplacer. Quand la paix c'est bon, mais c'est une paix durable, c'est encore mieux. Est-ce qu'on comprend ce qu'il veut dire par là? Ce n'est pas parce qu'on déplace un problème qu'on l'a résolu. Le problème est là. Le problème ethnique au Cameroun. Et vous allez faire tout ce que vous voulez faire. Ça, c'est votre problème. Ma sœur adorée, Jolivette, vraiment, mes sincères condoléances. J'ai appris la mauvaise nouvelle par ton frère, aujourd'hui même. Je t'appelle plus tard pour qu'on en parle. Mes sincères condoléances. C'est ta mère, c'était aussi ma mère. Donc voilà. Donc on est dans une sorte d'hypocrisie où on veut faire. Donc je vais prendre un exemple très simple. Donc dès que j'entre dans le direct tout à l'heure, en fait quand il pose cette question, c'est parce que j'ai l'impression que les gens veulent me mettre dos au mur en me faisant croire que non, je suis ce genre, je défends la cause de Bamileke. Et voilà, il y a des Bamileke. J'ai dit mais oui, c'est légitime. Il y a des Bamileke qui estiment que, à raison, j'ai cité des exemples tout à l'heure quand je suis dans le live de Dr Afana, avec les MacList et tout. J'ai pris un exemple très simple et à l'époque j'avais fait la vidéo, j'ai bien expliqué pour que les Camerounais comprennent ce que mon roi, le Nanchema, roi des rois, Fosso Kunju, ce qu'il expliquait dans une vidéo en patois. J'ai fait la traduction de ma langue maternelle au français pour que les gens comprennent. Il disait ceci, si quelqu'un sait qu'il est ma personne, à un moment, notre sang a beaucoup coulé en tant que Bamileke. Si quelqu'un sait qu'il est ma personne, qu'ils attendent, ils observent, ils regardent ce qui va se passer. Je ne veux pas voir le sang de mes enfants couler dans ce qui va se passer en octobre 2025 au Cameroun. Le sang de mes enfants a beaucoup coulé. Et pendant que c'était en train de couler, oh là là, il y a certains. On ne doit pas toujours faire couler notre sang quand il s'agit de la libération du Cameroun. Ce qui va donc se passer, c'est quoi? C'est que, à un moment, il va falloir qu'on laisse aussi les autres faire, puisque quand nous on fait, ils nous ont insultés. D'autres se sont moqués de nous. D'autres ont dit qu'on n'avait rien fait, qu'on laisse aussi les autres faire. Avant les élections, il y a beaucoup dans les groupes WhatsApp, des trucs de famille et tout, des Bamileke qui disaient que non. Pendant le maquis, on nous a killé. On a passé le temps à verser notre sang. On parle du génocide. Et après le génocide en pays Bamileke, celui qui a pris le pouvoir s'appelle Paul Biya. Paul Biya était déjà premier ministre à l'époque. Paul Biya va prendre le pouvoir. Pendant 43 ans, la question du génocide en pays Bamileke n'a jamais été posée sur la table. Vous avez vu Biya organiser, envoyer des historiens, et tout ça, une équipe travailler, poser des questions aux témoins oculaires pour faire toute la vérité, toute la lumière, n'est-ce pas, sur tout ce qui s'était passé en pays Bamileke, pour que la question soit posée à l'international comme étant une question sérieuse de génocide contre le peuple dont il est le garant. La question ne se pose pas, Paul Biya s'en fout. Ça, ce n'est pas son problème, ça. Vous comprenez? Biya s'en fout qu'on ait qu'il aime les Bamileke, ça c'est pas son problème. La question n'a pas été posée sur la table. Et donc on revient encore après les années 60, on a les années 1990-92, où ça va encore chauffer, le sang des Bamileke coule encore. Avec 2018 encore, les Bamileke partout arrêtés, mis en prison. Et ça, c'est des cas, j'explique comme ça, je vais très vite. Hein, parce que si on veut rentrer dans 1960, avec le feu du marché Congo qui va brûler des centaines de Bamileke, des milliers de Bamileke, des quartiers détruits, plus de 5000 maisons détruites et tout à Douala, le quartier Congo. On est en 1960. Hein. Si on veut aller sur ce qui s'est passé dans le Mungo, le massacre des Bamileke à Tombel, les Bamileke à Tombel et tout, dans le Mungo, les massacres, si on veut parler partout, on revient sur le peuple Bamileke. Ils ont été massacrés dans ce pays. Simplement parce qu'ils avaient osé lever la tête. Donc j'espère que j'ai très bien répondu. Il y a d'un côté certains Bamileke qui m'apprécient. Parce qu'ils disent-ils, ouais, je porte la cause, vaillamment la cause Bamileke. Il y a d'un autre côté certains qui m'en veulent parce qu'ils disent, oui, mais tu tires beaucoup sur nous. Parce que quand il faut aussi dire la vérité aux Bamileke, moi je n'hésite pas. Je dis la vérité aux Bamileke. Récemment, vous avez donc vu en octobre 2025. Qui était le président élu?
Issa Chiroma Bakari. Les gens se sont massés derrière lui pour le soutenir. À Bafoussam, partout, les Bamileke ont été 100% derrière. À 80% étaient derrière Issa Chiroma Bakari. Alors qu'il est nordiste. Au moment maintenant des revendications sur le terrain, il y a eu des morts à Tchang, à Bouddha, à Bafoussam, partout. Les Bamileke, à Douala, partout où ils étaient. Les gens se sont levés pour défendre la victoire du peuple. Ils étaient avec Issa Chiroma Bakari. Pourtant, il est du Nord. Est-ce qu'en 2018, quand Kamto avait déclaré sa victoire, combien de nordistes sont allés en prison, combien de nordistes sont morts parce qu'ils défendaient Maurice Kamto? Il y en a eu combien? Il y en a eu combien? J'ai donc pris l'exemple encore pour expliquer à Fana qu'il faut bien comprendre ce que j'explique. Ce n'est pas parce que Maurice Kamto est Bamileke que les gens le soutiennent parce qu'il est Bamileke. Maurice Kamto est compétent. Maurice Kamto a l'étoffe d'un président de la République. Mais le véritable problème, c'est qu'il y a cette dernière bagarre qu'il faut mener. Et c'est une bagarre qui peut faire encore couler beaucoup de sang pour prendre ce pouvoir. Kamto n'a pas voulu franchir ce pas. Mais Kamto est performant. Kamto, c'est quelqu'un qui a l'étoffe pour diriger le Cameroun. C'est pour ça que beaucoup de Bamileke le soutiennent. Bon, si on suit dans votre logique, vous qui pensez qu'on est derrière Kamto, parce que oui, bon, tout simplement, ça s'explique par le fait qu'il soit le frère du village. Ça n'a aucun sens. Parce que lors des élections présidentielles, il y avait un Bamileke qui s'appelle Pierre Kouemo. Il n'a même pas eu 0,2%. Pourtant, tous ceux qui sont allés donner leur voix à Issa Chiroma Bakari ont donné leur voix à Bakari alors qu'ils ne sont pas nordistes, ils sont Bamileke. Fais expliquer ça aux gens pour qu'ils comprennent. Le Bamileke, c'est quelqu'un, moi qui parle, nous en pays Bamileke. Je parle ici au nom Bamileke qui ne nous connaissent pas. Je vous jure que si Paul Biya était Bamileke, les Bamileke l'auraient chassé depuis longtemps. Parce que chez nous, on n'aime pas la honte. Le Bamileke n'aime pas la honte. Le Bamileke, c'est quelqu'un qui vise toujours l'excellence. Si le Bamileke veut se rassurer que celui-ci, on va l'envoyer devant comme notre représentant, on va toujours se rappeler, on va toujours se rassurer qu'il soit le meilleur d'entre nous qu'on va envoyer devant. Je vous jure que si Biya était Bamileke, les Bamileke se seraient mis devant pour le chasser. Parce que chez nous, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on va se dire chez nous que, à cause d'une personne, il va aller gâter le nom de notre village, de toute une ethnie. Le Bamileke fonctionne comme ça. Vous êtes dans une autre logique, vous pensez qu'on soutient le frère parce que c'est le frère du village. Je vous prends donc un exemple simple. Vous connaissez combien de Bamileke qui apprécient Jean de Dieu Momo? Il y avait donc, parmi les 12 candidats, il y avait un Bamileke qui s'appelle Pierre Kouemo. Vous avez vu que lesquels Bamileke se massaient derrière lui parce qu'il est Bamileke comme nous. Il faut prendre le temps d'expliquer ça pour que les gens comprennent. Maintenant, je viens à l'équilibre ethnique pour vous parler du mérite. Un État intelligent qui veut tirer toutes les forces. Bonsoir mon frère Eugène Ngondi. Un État intelligent qui veut tirer le maximum de ses enfants. Des dirigeants intelligents qui veulent capitaliser sur les différentes forces de ses enfants. Ces dirigeants font comment? On va là où chacun est meilleur, on essaie de s'y tirer les meilleurs et on essaie de regrouper pour faire monter. En préservant ce qu'on appelle l'équilibre social, en préservant ce qu'on appelle la justice et la paix sociale. Si tu veux, par exemple, diriger le Cameroun et tu as en toi cet idéal de justice et de paix sociale, tu veux éviter des débordements, tu veux éviter des guerres ethniques, des guerres civiles et tout ça. Si tu veux éviter ce genre de choses, il faut que tu saches comment manager de l'intérieur. Parce que nous avons nos réalités sociologiques. Du fait que nous soyons des États qui sont nés récemment. Est-ce qu'on se comprend? On est là dans le raisonnement en tant qu'Africains. On ne raisonne pas comme les Occidentaux. Ce n'est pas pareil. Et même les Occidentaux, je vous le dis, les Occidentaux à l'époque étaient dans la même logique que nous. Et je vous rappelle que bien qu'il y ait 2 siècles de développement, bonsoir Assimi, bien qu'il y ait 2 siècles de construction d'une nation, par exemple, le cas de la France, malgré cela, vous avez des gens qui ne se reconnaissent pas comme par exemple français. Il y a des gens qui vous disent que oui, je suis certes français de papier, mais je suis corse. Vous avez des gens en Corse qui veulent même leur indépendance.
L'un des grands héros de la Corse, Pascal Paoli. Il y a beaucoup qui sont des identitaires corses et qui se sont battus pour l'identité de la Corse. Ils ont pourtant des passeports français. Or, ça fait 2 siècles d'expérimentation de la nation. Ça veut dire que eux, malgré tous ces siècles-là, il y a des gens qui n'ont pas oublié, il y a des gens qui vous disent que je suis occitan, il y a des Français qui vous disent je suis breton, il y a des Français qui vous disent je viens, par exemple, ceux qui sont des Savoyards. La Savoie est devenue française après Mayotte. Mayotte était déjà française. Avant que la Savoie, parce que beaucoup étaient dans des revendications et ils voulaient leur indépendance. Il n'y a pas qu'une seule langue en France qu'on appelle le français. Il y a plusieurs autres langues. Il y a l'occitan, il y a des langues, il y a l'alsacien, il y a le breton, il y a des différentes langues. Donc c'est pour vous dire que la France, avant d'arriver à ce niveau, a pris des siècles pour construire la nation française. Et donc si nous, Camerounais, on veut aller donc à la nation, comme les grandes nations sur cette terre, il va d'abord falloir commencer par construire dès le bas. Et ça commence par ce qu'on appelle le ciment national, le prétexte national, une identité nationale sur laquelle tout le monde peut venir se greffer. On vient se greffer tous quelque part. Et ce prétexte-là, cette identité nationale, ce ciment national fédérateur de tous les Camerounais, c'est à l'État de l'inventer. Or, Aïdjo pendant 25 ans ne l'a pas fait, Biya pendant 43 ans ne l'a pas fait. Il a divisé les Camerounais sur le prisme tribal pour maintenir son pouvoir. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Nous vivons dans un environnement où il y a des ethnies qui comptent, il y a tout ça qui compte en fait. Et donc, je rappelle ici à mon frère de l'autre côté qui s'appelait Big Joe sur le panel là-bas, je rappelle que, en fait, vous ne comprenez pas le fond du problème. Vous ne comprenez pas ce que moi j'essaye d'expliquer. Ou du moins certains comprennent et font semblant de ne pas comprendre. Parce que vous n'avez pas le courage que moi j'ai d'aborder ces questions-là comme ça sur la place publique. Sans avoir peur de qui que ce soit. Sans avoir peur de ce que les gens vont penser de moi. La preuve, votre première réaction c'est quoi? Ah, Bertie c'est un tribaliste. Bertie veut dire que les Camerounais, les Bamileke sont plus intelligents que les autres Camerounais. C'est ça votre problème en fait. Mais ce que j'ai essayé d'expliquer, vous ne voulez pas comprendre. Vous refusez de comprendre. Un dirigeant responsable qui dirige son pays et qui veut tirer le meilleur de ses enfants ne peut pas se baser uniquement sur la méritocratie. Ce n'est pas possible parce que les gens n'ont pas les mêmes potentialités, les gens n'ont pas les mêmes conditions sociales, les gens n'ont pas les mêmes intelligences, les gens ne sont pas nés de la même façon. Il y a tellement de choses qui diffèrent. Toi-même, tu es un père de famille, tu as 10 enfants. Tu ne gères pas tes enfants de la même façon sur la simple base du mérite. Tu peux être dans une famille polygamique. Tu as 3, 4 femmes. Tu vois que maintenant, les enfants de la première femme, j'ai peut-être accordé certains avantages. Mais s'il y a un paquet encore qui se présente, en te disant qu'il y a déjà tel qui a tel, naturellement peut-être telle potentialité, je préfère peut-être donner un peu plus d'avantages de l'autre côté pour, au final, maintenir ce qu'on appelle la paix et l'équilibre dans ton foyer. Parce que si tu veux diriger sur la base du mérite pour le simple mérite, tu ne vas pas t'en sortir. Et j'ai pris un exemple dans le live de l'autre côté. Je vous ai dit, si vous vous basez tout simplement sur le mérite, vous n'allez pas vous... Bon, on va prendre les Bamileke, le cas des Bamileke. Le Bamileke, il y a des gens qui vont nous dire, hein, bon, comme j'ai entendu mon frère, que je respecte d'ailleurs, mon grand frère UPC, qui disait à l'intérieur que l'intelligence innée, ça n'existe pas. Vous allez prouver ça comment aux gens? Il était déjà dans son discours de, bon, les Bamileke sont plus intelligents que les autres. Ça, ce n'est pas mon discours. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais vous faites semblant. Ah, les Bamileke sont plus intelligents que les autres. Vous avez les preuves là où vous avez ramassé ça. Je vous ai dit une chose très simple. Nous nous plaignons aujourd'hui des Fambeti Boulou. Pourquoi? Parce que ça fait 43 ans. Biya a accordé tous ses avantages à ses frères. Ça fait 43 ans qu'on entend au poste de ministre de ceci, ambassadeur de ceci, Mbarga, Aono, Nzogo, Mvogo, Onana, Aono. En fait, les mêmes noms reviennent. On se plaint de ça parce que la chose nationale, la chose qui appartient à tous les Camerounais, on en a fait une affaire d'une ethnie. Ça, c'est la chose publique. Hein. C'est la même chose au niveau des concours.
Si on prend les Bamileke, prenons en Occident ici, au niveau des concours à l'international, on dit, voici les Camerounais, venez compétir. On prend tout simplement les meilleurs sur la base du mérite. Je précise bien sur la base du mérite. Sur 100 personnes, vous aurez 70 Bamileke. « 70 Bamileke, pourquoi? Parce que les Bamileke sont déjà très nombreux. C'est un peuple très dynamique, un peuple très intelligent. Mais dire que les Bamileke sont très intelligents ne veut pas dire que les autres ne sont pas intelligents. Voilà ce que vous refusez de comprendre. Ça veut dire quoi? Si on lance un concours, comme vous voyez à la Polytech, l'hypocrisie veut au Cameroun que quand le concours de la Polytech est sorti récemment ici en France, il y avait, je crois, sur 20, sur 13 Africains, il y avait, je crois, 2 Marocains, il y avait 11 Camerounais, quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que quand ça les arrange, ils disent que c'était 11 Camerounais. Mais ils refusent de dire que les 11 Camerounais ont été Bamileke. Là, maintenant, il n'y a plus de tribu dans ça. En fait, parce qu'il faut taire. Ah non, 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 les Bamileke veulent faire croire aux gens qui sont plus intelligents. Ce que je dis, c'est quoi? Dans les matières scientifiques, la plupart du temps, ce n'est pas moi qui le dis. Vous qui êtes côtier, vous qui êtes non Bamileke, qui étaient vos enseignants au Cameroun? Il y a certainement des noms Bamileke dans les lives, dans mon live là, au moment où je suis en train de parler. Toi qui étais peut-être nordiste, toi qui étais peut-être Douala, Sawa en général, ou toi qui étais Fangbeti Boulou. Dis-moi qui était ton professeur de mathématiques. Qui était ton professeur de physique, chimie, technologie et tout ça. Toi qui étais à l'université, qui était ton professeur de statistique? Qui était ton professeur d'économie? Qui était ton professeur de... Vous allez voir que la plupart du temps, dans les matières scientifiques, la polytechnique et toutes ces choses-là, les trucs de mécanique, les trucs d'ingénierie et tous ces trucs-là, vous allez voir que les Bamileke sont les plus nombreux là-bas. Si vous êtes donc honnête, écrivez-le en commentaire. Anti-tribaliste, si tu continues ton discours, c'est le même discours que tu tenais de l'autre côté. Tu continues ton discours, tu remets encore le genre de commentaires ici, je vais te bloquer tout simplement. Je déteste les gens de très mauvaise foi. Tu tenais le même discours là-bas. Et toi, tu viens, j'ai quitté là-bas, je les ai laissés. Tu viens encore, tu les laisses là-bas en plus, alors qu'ils sont plus nombreux là-bas. Tu viens me trouver dans mon live ici où il n'y a que 10 personnes. Tu viens bavarder. Oh, ils sont nombreux là-bas, tu les laisses, tu viens encore t'asseoir dans mon direct pour dire que oh, avec quoi tu reconnais un Bamileke. C'est-à-dire que vous voulez faire semblant, comme si, on dit souvent quoi? Il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Je n'y peux rien pour toi. Si tu fais comme si tu veux faire plaisir aux gens. Big Joe, tu ne seras jamais d'accord avec mon discours. Je t'invite donc à retourner de l'autre côté. Mon problème n'est pas de te faire que tu sois forcément d'accord avec mon discours. Je suis en train d'expliquer les choses qui sont très claires, qui sont évidentes. Et donc, si tu diriges donc, tu gères donc ce Cameroun-là, tu sais que... J'ai posé la question ici. Hein. Je ne veux pas me laisser distraire. J'ai donc posé la question ici très simplement. Donc, vous pouvez me dire que tous ceux qui sont dans ce live, ils sont des Bamileke? Non, tu n'aimes pas ma communauté, Big Joe. Tu n'aimes pas beaucoup ma communauté plus que moi. Ce que je fais est dangereux pour ta communauté. Tu aimes trop la communauté Bamileke? Je t'ai posé une question, réponds-moi. Bien, ça fait 43 ans qu'il est au pouvoir. Tu es d'accord que demain, un autre Fangbeti Boulou continue de prendre le pouvoir au Cameroun sous prétexte qu'il est compétent? Ok, parlons donc de la méritocratie. Tu vas me dire que non, même si c'est un Fangbeti Boulou, au détriment de l'équilibre social, l'équilibre national, de la paix sociale et tout ça, au détriment de cet équilibre national, tu préfères que ce soit un Fangbeti Boulou qui continue après Paul Biya sous prétexte que tu as pris celui qui est compétent. Tu vas beau prendre celui qui est compétent. Mais les autres vont vous regarder comment quand il y a déjà eu un Fangbeti Boulou pendant 43 ans et derrière, on va encore prendre un autre Fangbeti Boulou pour mettre au pouvoir sous prétexte qu'il est compétent. Ces dirigeants qui prennent ce genre de décisions sont des dirigeants irresponsables. Parce que c'est ça qui crée souvent des guerres civiles dans nos États africains. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce qui crée les guerres civiles. Pourquoi il y a des choses qui sont simples? Les choses qui sont simples, les gens n'arrivent pas
à accepter. Les gens font comme si c'est Bertie qui inventait cela. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux apprendre des matières, économie, statistique, ingénierie, tout ça là. Si vous faites un concours au niveau international, on laisse le tribalisme, le favoritisme du Cameroun. On ramène les mêmes Camerounais tous à l'échelle internationale. On laisse la corruption qu'il y a au Cameroun. S'il y a 100 Camerounais qui vont compétir, je vous dis, il y aura 70 Bamileke. Si on prend sur la base du mérite. Est-ce qu'on se comprend? Bon, maintenant, Big Joe, tu continues, je vais aussi te muter comme j'ai muté l'autre. Ne mets plus tes commentaires ici, va loin avec tes commentaires. Vous comprenez? Et bien maintenant, ce qui va se poser comme problème, c'est lequel? Le problème qui va se poser, c'est lequel? C'est que, finalement, on aura des gens. Certes, c'est le mérite, non? Mais vous aurez le mérite, la plupart du temps, des gens qui viennent de quelque part, qui sont Bamileke. Ça ne va pas plaire aux autres. On connaît nos mentalités. Vous avez vu vous avez vu les concours, non? Comment récemment, au niveau du pays, les gens criaient partout. Oh, ben voilà, oh, ceci, les Bamileke sont allés s'allier avec tel. Pourquoi on ne voit que les noms de telle ethnie? Pourquoi on ne voit que les noms de telle ethnie? Quand on veut faire une gestion sérieuse d'un État, quand on veut gérer les gens, Sibi, tu peux monter si tu veux. On peut gérer les gens de façon intelligente. Ce n'est pas une question de mérite. Parce que si tu peux prendre sur la base du mérite, tu vas créer un déséquilibre. Et ce déséquilibre va créer ce qu'on appelle le désordre social, la guerre civile, la guerre de tous contre tous. Parce qu'il y a des gens qui estiment que ils ont été lésés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ne veut pas dire que les Bamileke sont meilleurs dans d'autres domaines. Vous allez peut-être dans d'autres domaines sûrement. Vous allez voir par exemple comme au Nord Cameroun. Vous êtes en train de regarder au fur et à mesure. Vous allez voir des gens qui ont une avance très considérable sur d'autres parties du Cameroun. Il y a quelque chose de très particulier dans le Grand Nord. Ils ont une tradition séculaire de l'oralité. Ce qui n'existe pas beaucoup à l'Ouest. Je dis bien, dans le Grand Nord, là, ils ont une tradition vraiment séculaire de tout ce qui est de l'oralité, de tout ce qui est mémoire, tout ce qui renvoie à la littérature, tout ce qui renvoie à toutes ces choses-là. C'est des choses que vous n'allez pas voir en pays Bamileke. Le Bamileke est un homme capitaliste. Le Bamileke est un homme pragmatique. Je mets 5 francs ici, je mets un autre 5 francs là-bas, ça me donne 10 francs. Le Bamileke est comme ça, il est pragmatique. C'est quelqu'un qui sera plus dans la notion matérielle de la chose. Ils seront beaucoup plus dans une logique, voilà, capitaliste. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de Bamileke ne sont pas dans les affaires de philosophie, ça n'amène nulle part. Vous n'allez pas voir les Bamileke s'investir dans peut-être des domaines où ils ne peuvent pas être eux-mêmes patrons. Résultat, ça va donner des Bamileke qui vont plus s'investir, par exemple, dans la médecine, dans les affaires du droit, parce qu'ils peuvent ouvrir leur cabinet, ils vont derrière ouvrir le truc de médecine et toutes ces choses-là, le truc des ingénieries et tout ça. Et c'est un domaine où vous allez voir beaucoup de Bamileke se sont investis. Beaucoup de Bamileke ont aussi du talent dans ces domaines-là. Les matières scientifiques de Bamileke sont inégalables au Cameroun. Si tu veux donc gérer sur la base du mérite, dans une affaire, vous allez voir les Bamileke seront tous devant. Ça va créer un déséquilibre avec les autres. Je suis pour que, s'il y a un Bamileke qui a 18 sur 20, on peut le prendre. On le prend naturellement, il est meilleur. Si on a un Douala qui a 12 sur 20, on a un autre Bamileke qui a par exemple 12 sur les mêmes 12 sur 20. Je préfère qu'on prenne le Douala. On vient ajouter au Bamileke qui a eu 18 sur 20. On prend par exemple un Fangbeti Boulou qui a eu 11 sur 20. On vient le rajouter. On va maintenant dans un autre domaine où on sait qu'ici, on a des Bamileke qui ont eu 11 sur 20, alors que les nordistes ont eu 18 sur 20. Au lieu de prendre un deuxième nordiste qui a eu par exemple 11 sur 20, on peut prendre le Bamileke, on rajoute. C'est comme ça qu'on fait monter en donnant maintenant les mêmes chances aux gens au niveau de la formation, la qualité de la formation, en tirant les gens vers le haut pour qu'ils soient le plus performants possible pour servir le Cameroun. Parce que si vous voulez aller sur la base tout simplement du mérite, ça va être très difficile.
Vous allez frustrer les autres ethnies. Voilà ce que j'expliquais tout à l'heure dans mon live. Les Bamileke, vous allez voir, dans beaucoup de domaines, des trucs, les Bamileke s'intéressent à beaucoup d'autres choses. Mais vous allez voir des Bamileke dans d'autres domaines où ils ne seront pas peut-être très impliqués. Vous allez par exemple aller dans le domaine en pays Sawa, vous allez voir qu'ils ont des avances sur d'autres peuples. Ça peut être sur le plan musical, sur le plan artistique, ça peut être sur beaucoup d'autres choses. Il y a cette fibre-là, naturelle, qu'on trouve chez certaines populations. Chez certaines ethnies, il y a des choses que de façon aisée, ça se trouve partout. Il y a des gens qui ont ça comme ça naturellement. J'ai pris un exemple tout à l'heure parlant de Xi Jinping. En Chine, ça ne pose problème à personne. C'est l'ethnie des Jing là, des Jing, là-bas, les Xi Jinping là. C'est l'ethnie qui est la plus intelligente. L'ethnie la plus intelligente. On parle d'ici de Xi Jinping. Mais nous sommes dans une autre vision en fait. Honnêtement, tu ne vois pas d'intelligence chez les BAMS. Ça, c'est ton problème. Mais à l'international, là où il n'y a pas de corruption, les meilleurs sont Bamileke. Que tu le veuilles ou non, les statistiques sont là, les faits sont là, tu ne vas pas l'interdire. De toute façon. C'est important pour vous d'avoir des gars Bamileke comme moi qui vous tiennent ce genre de discours. Allez voir les Bamileke en tomate sans caleçon qui sont là, ils parlent parce qu'ils veulent vous faire plaisir là. Ou bien qui disent des choses, ils ont un peu peur, ils arrondissent des angles parce qu'ils ont envie de vous faire plaisir. Ce que Amadou Ahidjo faisait au Cameroun, c'était autre chose. Ahidjo fonctionnait comment? Il fonctionnait sur la base du rattrapage ethnique. Et le rattrapage ethnique est plutôt quelque chose de très dangereux. Ce que mon frère Fauting a voulu expliquer tout à l'heure dans l'autre live là, est très dangereux parce qu'il a dénaturé mes propos. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pour ça que je préfère faire mes lives, même s'il y a 2 personnes, je suis tranquille, j'ai le temps de bien expliquer, faire passer mes idées. Il dit que oui, mais comment ça tu peux dire ce genre de choses de Bertil Okamit? Ça veut dire que si on a un Bamileke qui a 18, on a un Nordiste par exemple qui a, où c'est 15, on va aller prendre un Bamileke qui a 2 de moyenne, 2 sur 20, simplement parce qu'on veut équilibrer. Ce n'est pas ce que je dis. À valeur égale, je préfère qu'on prenne quelqu'un d'ailleurs dans certains domaines précis pour préserver la paix sociale et l'équilibre. C'est comme ça qu'on fonctionne quand on est responsable. Si vous voulez donc prendre les meilleurs sortiront toujours la plupart du temps de certains environnements par rapport à leurs aptitudes naturelles, par rapport à l'espace géographique, par rapport à beaucoup d'autres qualités. Je parlais du Grand Nord avec, vous savez pas pour rien que vous allez avoir maintenant, de plus en plus, vous allez voir des gens qui sont en train d'émerger dans le domaine de la littérature, qui sont du Grand Nord. Les mémorialistes, il y a des choses comme ça dans la partie du Grand Nord. Il y a des lignées de commerçants dans le Grand Nord qui maîtrisent ces choses-là depuis des générations. Vous allez prendre chez d'autres peuples, vous allez voir qu'il y a cette fibre artistique qui est plus prononcée. Vous allez voir chez d'autres peuples, vous allez voir qu'il y a ce sens-là naturel du business qui va se prononcer. Vous allez prendre ailleurs, vous allez voir des gens qui ont une facilité, une aptitude à comprendre. Parfois, ça peut être des choses sur le terrain politique, sur le plan des négociations, sur le plan de beaucoup d'autres choses. En fait, les peuples, les populations ne sont pas égales sur certains domaines. C'est l'ensemble de tout ça finalement qui fait ce qu'on appelle un peuple. Mais pour l'instant, nous sommes des populations, c'est-à-dire des amas de tribus éparses. On en a fait un pays, on en a fait une nation. On dit nation, mais en réalité, on ne forme pas encore une nation. La nation doit être construite et ça se construit au fil du temps. Ça prend du temps pour être construit. Ce qu'Amadou Ahidjo faisait, c'était quoi? Il s'est dit, ok, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à l'école dans le grand sud du Cameroun. Beaucoup vont à l'école là-bas, ils sont très performants à l'école et tout. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Le Grand Nord est en retard. Il faut donc faire le rattrapage. On construit donc des écoles un peu partout au nord, alors que les gens de là-bas n'ont pas cette tradition-là d'aller forcément à l'école. Il y a des gens qui vont paître des vaches, d'autres qui vont faire de l'agriculture et tout ça. Les parents n'ont pas encore pris pour habitude d'envoyer leurs enfants à l'école jusqu'à un certain âge. D'ailleurs, ceux qui y vont sont rapidement déscolarisés, soit pour aller en mariage, soit pour aller paître les vaches, soit peut-être pour aller cultiver, pour faire des travaux, tout ça. Mais il y a une autre partie où les gens s'intéressent beaucoup à l'école. Au lieu de mettre plus de tables-bancs,
plus d'écoles, plus de centres de santé dans le sud où les gens s'intéressent plus à l'école. Ahidjo faisait du genre, lui, il crée beaucoup d'écoles dans le Grand Nord. Vous allez voir jusqu'aujourd'hui à Garoua. Vous avez des grandes écoles qu'Ahidjo avait créées à l'époque, beaucoup de grandes écoles, des lycées, des collèges. Il y avait 4-5 élèves qui sortaient, alors que l'établissement peut faire prendre jusqu'à 500 personnes. Mais il y avait à peine 50 personnes qui sortaient de l'école. Les salles étaient vides. Mais ça, c'était la politique d'Ahidjo, parce qu'il, d'après lui, il disait que non, il faut se rattraper, il faut la politique du rattrapage ethnique. Et on prenait des gens parfois qui n'étaient pas les plus compétents forcément, parce qu'ils venaient du Nord, on les ramenait, on disait ok, on va les intégrer progressivement. C'est comme par exemple au niveau des notes, on vous dit le bac il faut l'obtenir peut-être avec 10 de moyenne. Ceux qui sont dans le sud l'obtiennent vraiment avec 10 de moyenne parce que là-bas à l'école c'est rude, les gens s'intéressent vraiment et tout. Dans le nord, vous avez des gens peut-être qu'on va prendre avec 8 forts ou bien avec 7 forts. On va essayer de remonter pour les mettre au niveau de 10 pour faire passer cet examen. Pourquoi Ahidjo a cette idée? Simplement parce qu'à un moment, il s'est dit qu'il faut essayer de faire remonter pour mettre tout le monde presque au même niveau. Mais ce n'est pas possible. Mais il faut donner les chances évidemment à tout le monde. Parce que l'argent là, c'est le gâteau. Le Cameroun, c'est un gâteau national. Et tout le monde doit manger dans ce gâteau. Mais les gens n'ont pas les mêmes compétences, les gens n'ont pas les mêmes aptitudes, les gens n'ont pas les mêmes visions. Ça ne peut jamais être pareil. Raison pour laquelle il faut tirer le meilleur de tous et faire en sorte qu'il y ait un équilibre de telle sorte que si on peut prendre un enfant ailleurs qui a 15 ou 18 sur 20, si à côté on voit qu'on peut prendre un autre qui en a 11, sur les deux derniers, un nordiste qui a 11, un Bamileke qui a 11 sur 20, alors qu'on a déjà un Bamileke qui a 18 sur 20. On peut prendre ce nordiste qui a 11 sur 20 parce qu'il a quand même la moyenne. Le Bamileke aussi a la moyenne, mais si on prend, on le met auprès de son frère, ça va faire 2. Et si on prend, on met encore, ça va faire 3. Si on continue comme ça fait que de l'autre côté, on n'a plus presque personne. Et on voit finalement sur la base du mérite qu'il n'y a que... C'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau à l'international, ça frustre d'autres Camerounais. Et à raison. Parce qu'on a l'impression que quand on parle du Cameroun, il n'y a qu'une seule ethnie qu'on voit, l'ethnie Bamileke. Nous sommes non seulement les plus nombreux, nous sommes beaucoup dynamiques, les meilleurs dans plusieurs domaines qui sont les domaines surtout visibles aussi du business, tout ça. Vous allez toujours entendre, ah c'est un Bamileke, médecin Bamileke en Belgique, ingénieur Bamileke en Allemagne, et tout ça. Aux États-Unis, ils sont partout, ils sont dans l'armée, ils sont ceci, ils sont des industriels. Vous voyez, au Nigeria, au moment où nous sommes en train de parler, il y a la famille Kadji et tout, des gens qui sont en train d'investir au Nigeria dans le truc de brasserie. En fait, des hôtels au Maroc, des gens qui investissent dans l'hôtellerie, vous allez voir des Bamileke dans tous ces domaines, qui portent l'économie du pays. Et nous avons une culture qui est devenue une culture très rayonnante, la culture Bamileke. Donc de l'extérieur, quand les gens vous voient, quand ils disent Camerounais, ah toi Camerounais, quand il veut commencer à parler, il y a un nom qui va lui venir en tête, il va dire Bamileke. Parce qu'il voit le NOP, parce qu'il voit des gens dynamiques, il voit à gauche, à droite. Et donc, ça frustre les autres parce qu'ils se disent, mais attends, vous voulez montrer quoi aux gens? Vous êtes les seuls au Cameroun, vous êtes la seule ethnie au Cameroun. Vous voyez, à partir d'un exemple simple comme ça, vous comprenez déjà vous-même les frustrations des autres. Par exemple, quand on parle de politique au Cameroun, qu'est-ce que vous entendez? Mais les Bamileke et les Bétis, excusez-nous, vous n'êtes pas les seules tribus au Cameroun. Vous parlez tout le temps comme si vous étiez seulement... Ça, ce sont des frustrations. S'ils se disent, mais attendez, on est aussi Camerounais. Pourquoi on parle des autres, Fambeti, Boulou, Bamileke, tous les jours, et nous, on ne parle pas de nous? Ce que j'explique là, on est dans le terre à terre. On utilise les choses très simples pour qu'on se comprenne nous tous. Là, il n'y a pas des affaires du gros français ou quoi que ce soit. Je ne suis pas un grand académicien ou quoi que ce soit. Là, je parle du langage que nous tous nous connaissons et qui est mon langage. Pour préserver la paix, l'équilibre social, faire avancer. Si vous voulez vous baser uniquement sur le mérite, vous vous trompez. Aucun pays au monde ne le fait. Même en France où je parle là, on ne parle pas que de mérite. Vous savez comment on favorise les quartiers, les quartiers difficiles? Vous savez comment on fait des faveurs en France pour ceux qui vivent en France? Pour ceux qui vivent en France, ceux qui vivent aux États-Unis, expliquez-moi comment ça se passe dans votre pays. Il y a plusieurs avantages qui sont concédés aux zones les plus pauvres. Il y a des avantages qui sont concédés aux gens qui viennent, par exemple, ils peuvent être issus d'une certaine religion, ça peut être d'une certaine ethnie, ça peut être, voilà, des gens parfois, ça peut être parce que c'est des étrangers, des gens qui ne sont pas peut-être suffisamment intégrés ou suffisamment
assimilés, on essaie de faire certains avantages pour essayer toujours de les rapprocher. Parce que si on veut se baser que sur le mérite, beaucoup n'y parviendront pas. Aux États-Unis, ça existe. Lui qui parlait tout à l'heure dans son live là-bas de l'Italie, le nord de l'Italie, il y a une disparité totale entre le nord de l'Italie et le sud de l'Italie. C'est le nord de l'Italie qui tient tout le pays. Les zones les plus développées, tout le reste, c'est dans le nord. Le sud de l'Italie, c'est une zone pauvre. Mais on essaye toujours de créer cet équilibre-là pour faire en sorte que les autres essayent de monter. Pour qu'on se retrouve là où nous tous nous devons nous retrouver, là où il y a le consensus national, c'est là-bas. Si on veut prendre sur la base simplement du mérite, le mérite et le mérite, les autres n'y parviendront pas. Voilà ce que je voulais expliquer de façon très claire tout à l'heure dans mon direct où il y avait beaucoup de gens en ligne. En même temps, tu prends la parole, on te donne un créneau de 5 minutes, on te donne un créneau de 2 minutes. À peine tu veux parler, on est là, on t'étouffe. Tu as mon frère Fauting qui vient parler. Bah, c'est normal, Fauting c'est un homme politique. Lui, il est du MRC. Quand il parle en tant qu'homme politique. Il sait qu'il est obligé de dire ce que les gens veulent entendre. Parce qu'en tant qu'homme politique, demain, il veut aller prendre le pouvoir. Et tu ne peux pas être un homme politique, militant d'un parti politique. Toi, tu vas aller prendre le pouvoir et tu tiens des discours peut-être qui ne vont pas arranger les gens. Il dit que même si ton discours peut être vrai, sérieux, mais du fait que tu aies tenu ce discours qui n'est pas quelque chose que les gens arrivent déjà à comprendre. Même si c'est vrai, même si tu as raison dans ce que tu dis, on peut utiliser ça contre toi demain. Lors d'une campagne, on dit, ah vous voyez, regardez les gens qui veulent diviser le pays. Ah, il y a des gens qui estiment que non, les gens qui viennent de telle région, ils sont favorisés dans telle chose. Bref, on peut sortir ça contre toi. Mais lui, comme c'est des hommes politiques, ils veulent aller conquérir le pouvoir politique. Donc je comprends le discours de mon frère Fauting, qui est un homme politique. C'est un homme politique. Et donc, lui, son objectif, c'est de convaincre le maximum de personnes à adhérer au projet du MRC, à ce projet de société que eux ils proposent demain pour arriver au pouvoir. Donc, quand il vient, il parle, on sait que dans ce qu'il dit, il y a ça manque de sincérité. Moi, je n'attends rien de quoi que ce soit. Je ne suis pas un homme politique. Bonsoir mon frère Antoine. Quand je parle librement. Je suis un homme libre. Je ne parle pas ici parce que j'attends quoi que ce soit de quelqu'un. Non. J'ai pris donc l'exemple pour vous dire ici, juste pour conclure, peut-être je vais donner la parole à 2-3 personnes. Donc, allez, bloquer. Je suis un ethno-fasciste, ça j'accepte. Et une fois que tu as dit ça, qu'est-ce que ça change? Je suis moi. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, on est tribaliste, on est ethno-fasciste, on est ceci, on est cela. Allez, dégage de mon direct. J'étais bloqué. Tu ne reviendras plus jamais ici. Je ne mute pas, moi je bloque. Immédiatement. Donc, j'ai pris l'exemple dès le début pour me faire comprendre. J'espère que tout est maintenant clair. Même les Occidentaux, qui ont une tradition séculaire, qui ont des siècles de développement, de construction de la nation, n'ont pas encore atteint l'apogée. Malgré des siècles en France d'expérimentation de ce qui est ce qu'on appelle l'État-nation. Ça ne colle pas totalement. Parce qu'il y a des gens qui vous disent qu'ils sont corses, d'autres qui sont occitans, d'autres qui sont alsaciens, d'autres qui sont bretons. Aux États-Unis encore c'est pire. Il y a des gens qui vous disent je suis latino, d'autres disent je suis indien, je suis blanc, je suis noir américain, je suis noir ceci. Il y a d'autres qui vous disent non, carrément, voilà. Les États du Nord, les États du Sud, les États de ceci. Il y a eu toujours cette disparité. Mais ils arrivent à composer ensemble pour éviter. Mais malgré cela, ils n'ont pas atteint ce niveau. Donc, un pays donc qui est né hier, qui s'appelle le Cameroun, ça fait seulement 60 ans. Les gens veulent me faire croire que non, on peut évoluer au Cameroun, prendre toutes les décisions politiques sans tenir compte de l'existence des ethnies. C'est une folie ce que vous expliquez et ça n'existe nulle part dans le monde. Quelqu'un vient de me donner l'un des meilleurs exemples à prendre. J'ai d'ailleurs oublié la Belgique. La Belgique,
Vous savez depuis combien d'années la Belgique existe en tant qu'État? Combien de siècles? Mais la Belgique, il y a encore aujourd'hui, en 2026, en Belgique, la Belgique a fait plus d'1 an et demi sans gouvernement. Vous connaissez pourquoi? Sur la question des quotas. En Belgique, les Flamands et les Wallons. Il y a les Flamands et il y a les Wallons. Ils n'ont pas pu s'entendre en Belgique sur les affaires de quotas. Au point où il n'y a pas eu de premier ministre pendant plus d'1 an et demi. Il n'y a pas eu de gouvernement là-bas. Il y avait un désordre total. En Belgique, qui est pourtant un pays européen. J'aurais même pu prendre l'exemple là tout à l'heure. Merci à celui qui m'a mis le nom de Belgique là tout à l'heure. Merci à celui-là. Les Flamands et les Wallons, j'ai dit bien, c'est chaud en Belgique. Tu as des Camerounais qui viennent vous sortir, comme mon frère Joe Big qui est venu dire comment le Cameroun a 254 ethnies. Si on veut donc tenir compte de ça, tous les ethnies ne vont jamais occuper le pouvoir. Je vous ai dit, il faut sortir de cette... Je crois que peut-être... Mon frère qui s'appelle, ou c'est Big Joe là, je vais t'inviter à lire ce bouquin. Je crois que ça va t'aider, ça va beaucoup te désaliéner. L'ouvrage coûte 55 €. Je ne sais pas dans quelle partie du monde où tu te trouves. Tu peux le commander sur Amazon, tu l'auras. Ça. Les civilisations du Cameroun. Histoire, art, architecture et société traditionnelle. Une fois que tu auras lu ce bouquin, tu sortiras de tes histoires du Cameroun à 250 ethnies. Une fois que tu l'auras lu, tu vas sortir de toute cette histoire. Le Cameroun a 250 ethnies. Je ne sais pas d'où vous sortez avec vos histoires. Si on veut considérer les 250 ethnies. Je t'ai dit, il y a 4 grandes aires culturelles au Cameroun. L'aire culturelle Sawa, l'aire culturelle Grassfield, l'aire culturelle Fambeti Boulou et ce sahélo-soudanien dans le Grand Nord Cameroun. Ça s'arrête là. Donc tu peux citer les Bakaka. Les Bakaka sont un sous-groupe dans un grand ensemble. Tu peux citer tout ce que tu as envie de citer. Ils sont tous dans un grand ensemble. Et donc, il y a eu un président nordiste pendant 25 ans. Il y a eu un autre président qui est Fambeti Boulou pendant 43 ans. Si on veut donc maintenir un équilibre et penser à la stabilité du pays, on ne peut pas prendre un autre pays, un autre président, je vais dire, quelqu'un qui va sortir encore de la même zone Fambeti Boulou, qui va prendre le pays pendant 42, qui va prendre le pays encore pendant une dizaine, une quinzaine d'années, alors qu'il y avait déjà un Fambeti Boulou qui était au pouvoir pendant 43 ans. Si vous faites ça, ça veut dire que vous n'aimez pas votre propre pays. Ça veut dire que vous voulez le désordre, que le sang coule dans ce pays. C'est de la naïveté tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que on va prendre quelqu'un qui est incompétent. Tout simplement, bon, je vais gérer ça plus tard. Ça ne veut pas dire que on va prendre quelqu'un qui est incompétent, on va mettre au pouvoir tout simplement parce que il faut mettre quelqu'un qui vient d'ailleurs. Mais si on pense à ces équilibres-là, on pense, parce que ce qui est plus important, c'est la préservation de l'équilibre et de la paix sociale. On ne veut pas que le pays tombe dans le désordre, la guerre de tous contre tous. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on arrive à trouver un consensus national. On essaie de s'entendre comme les gens ont fait au Nigeria. Ça s'appelle le Gentleman Agreement entre eux. C'est une sorte de contrat, mais tacite. C'est une sorte d'entente tacite entre des gens, mais ce n'est pas noté dans la constitution du pays. À un moment, on se dit, pour essayer de gérer ces équilibres et éviter qu'on tombe dans ce qu'on a connu. Vous savez ce qui a ramené la paix au Nigeria? Est-ce que vous savez ce qui a ramené la paix au Nigeria? Vous entendez encore les coups d'État au Nigeria? Vous entendez encore des coups d'État partout, le sang qui coule partout au Nigeria? C'était comme ça au Nigeria pendant des décennies. Coup d'État de tel. Les Igbo ne veulent pas accepter. C'est les Yoruba qui se battent de ce côté. Les Islamopeuls en haut se battent. Les Haoussa se battent. Tout ça, il y a eu des attaques et il y a tellement de choses. À un moment, les Nigérians se sont assis. Et ils se sont dit, je parle de transition politique, monsieur Big Joe. Il y a des transitions politiques au Nigeria. Ça ne veut pas dire qu'il y a la paix au Nigeria. Dans tous les pays du monde, il y a des moments où ça peut aller, des moments où ça peut ne pas aller. Vos développements que vous voulez faire sortir et essayer de faire croire aux gens ce qui n'existe pas, vous avez vos pages TikTok et Facebook. Allez faire ça de l'autre côté. Ce que j'explique ici est très simple.
Bola Tinubu était au pouvoir, est au pouvoir actuellement. Avant Bola Tinubu, il y avait Buhari, qui était, je crois, il était Peul, il était du Nord en tout cas. Avant lui, vous allez voir, il y avait le vice-président. Il y a eu Olusegun Obasanjo. Obasanjo, le vice-président, était du Nord. Ils ont essayé comme ça. Après, avant lui, je crois, on a eu Goodluck Jonathan. Mais on parle là des Igbo, on parle là des nordistes, on parle de Bola Tinubu qui est Yoruba. Mais à un moment, au Nigeria, ils se sont dit, on ne peut pas continuer comme ça. Mais il y a quelqu'un qui sort de nulle part et qui a l'accord de tout le monde et il prend le pouvoir. Quelqu'un d'ultra compétent qui s'appelle le Goodluck Jonathan. Goodluck Jonathan vient d'où? Il vient d'une ethnie ultra minoritaire au Nigeria que presque personne ne connaît. Va demander à un Camerounais, à n'importe où, qui, quelque part, une ethnie qu'on appelle les Idjao. Les Idjao au Nigeria, presque personne ne sait d'où ils viennent. Ils ne sont pas nombreux. Il s'appelle Goodluck Jonathan. Il a pourtant dirigé le Nigeria. Donc, si on voulait donc se baser sur les affaires des ethnies, les Yoruba, les nordistes qui sont Aoussa et autres, n'aurait jamais voté pour quelqu'un comme... Puisque sa population, son ethnie est ultra minoritaire, ça veut dire qu'ils ne peuvent jamais gagner une élection. Ce qui a ramené, ce sont des alliances, parfois ethniques, les équilibres ethniques, on essaye de jouer un peu dessus et on se dit non, là on en fait peut-être un peu trop, cette fois-ci, on va laisser passer tel. Soutenons, allons donner notre force à tel, soutenons-le massivement pour qu'il arrive au pouvoir. Goodluck Jonathan a pris le pouvoir au Nigeria, dans un pays de 250 millions d'habitants, alors que les populations de son ethnie, les Idjao, là, ils n'atteignent même pas 5 millions au Nigeria. Ils sont complètement perdus. Pourquoi? Parce qu'on a des dirigeants à un certain moment responsables qui se posent des questions et ils se disent non, il faut préserver cet équilibre-là. Vous allez voir qu'il y a eu donc des successions, des transitions politiques au Nigeria sans que le sang ne coule. Parce qu'ils ont pris conscience d'un certain nombre de choses. S'il fallait donc se baser sur le pouvoir ethnique et autres, si des gens pensaient comme vous en se disant que non, c'est la méritocratie, celui qui mérite prend, celui qui ne mérite pas, ça ne veut pas dire qu'il ne mérite pas, mais je dis pour qu'il mérite cela, il y a un concours, il y a eu des alliances ethniques et tout, même parfois religieuses, avant qu'on annonce les résultats au Nigeria. Moi, je discutais avec vous ici sur la toile, je vous ai dit que celui qui va gagner, c'est Bola Tinubu. On ne réfléchit pas trop longtemps. À partir du moment où les gens du Nord, qui sont majoritairement musulmans, ont vu que le seul candidat et celui qui venait de sortir était musulman, il était Buhari qui était musulman, quand il fallait prendre le pouvoir, celui qui s'est d'emblée imposé comme étant le favori, Bola Tinubu, bien qu'il soit un Yoruba, lui, les Yoruba musulmans, ça veut dire qu'il aura déjà les voix des gens du Nord. Parce qu'il y a des gens du Nord qui vont voter tout simplement sur la base de la religion. Il y a des alliances donc que lui a nouées avec les gens du Nord qui sont musulmans. Et ça a joué dans tout ce qui est dans le résultat que vous avez vu. Il y a celui-ci qu'on appelle Peter Obi. Peter Obi, lui, il est Igbo. Peter Obi. C'est l'un des grands aussi au Nigeria où les gens, mais peut-être cette fois-ci n'est pas passé. Mais vous allez peut-être voir que les prochaines élections, si Peter Obi revient, il a travaillé, à un moment les gens vont se dire, bon voilà, il va falloir qu'on essaie de pousser aussi l'autre. Ça permet qu'il y ait une rotation du pouvoir et c'est ça qui préserve la paix sociale. Il y a donc les gens au Cameroun qui vous disent que non, après 43 ans de Biya, on peut aussi prendre un Fambeti Boulou, on remet encore au pouvoir parce qu'il serait compétent. Il sera certainement compétent, non? Mais maintenant, que vont penser les autres? Est-ce que c'est ça qui va donc préserver la paix sociale? Est-ce que ça ne va pas peut-être conduire? C'est-à-dire qu'on est prêt à prendre des décisions sur la base de la méritocratie, quitte à ce que ça crée le désordre social, ça crée des guerres, ça crée des déséquilibres. On s'en fout parce que celui qu'on a pris méritait. Voilà tout simplement ce que j'ai envie de faire passer comme message. Je prends l'exemple encore d'un pays, l'Afrique du Sud. J'ai déjà pris l'exemple sur combien de pays? Ça fait beaucoup de pays.
Vous êtes dans mon direct, vous m'écoutez, vous dites que oh, je suis déçu du raisonnement de Bertie, mais vous ne partez pas. Dégagez de ma page. Allez ailleurs. Je suis déçu du raisonnement de Bertie. Je suis en train d'expliquer les choses terre à terre. Tout n'est pas qu'une question de mérite. Parce que si tu veux te baser toujours sur le mérite, tu crées un déséquilibre. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. À un moment, pour que la paix sociale soit préservée en Afrique du Sud, il fallait passer par là. Il y a eu le président Nelson Mandela. Nelson Mandela, lui, il est Kossa. Après Mandela, on s'attendait, parce qu'il y a eu aussi beaucoup qui sont d'autres qui sont des Zoulous. Ça crée des trucs au Nigeria, en Afrique du Sud et tout. On a eu finalement un président Zoulou qui est arrivé, qui s'appelait Zuma, qui lui, il est Zoulou. Il y avait eu celui qui avait remplacé un moment qui était Galema Modland. Il y a eu le fils de l'ancien grand combattant de l'époque de Mandela qui était aussi en prison. On l'appelait Govan Beki. Il y a eu son fils qui s'appelle Beki Ntabo. Et à un moment, il y a quelqu'un qui arrive au pouvoir qui s'appelle Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa, le bon petit de Mandela, parce qu'à l'époque aussi c'était un brillant combattant. Il a été en prison aussi. C'est le président actuel, Cyril Ramaphosa. Lui, il est d'une ethnie minoritaire qu'on appelle les Venda. Or, quand on parle des populations en Afrique du Sud, les populations vraiment les ethnies les plus connues, vous avez les plus nombreux, vous avez les Zoulous, vous avez les Kossa, vous avez les Sesotho, les Soto, il y a des gens, les Shona, il y a d'autres ethnies là, les gens qui sont... il y a des autres ethnies encore et tout ça, qui sont les ethnies majoritaires. Mais vous avez le président actuel qui s'appelle Cyril Ramaphosa, lui il est Venda. Il est d'une ethnie ultra minoritaire en Afrique du Sud. Mais comment il est donc arrivé au pouvoir? Donc il est arrivé au pouvoir simplement parce que tout le monde était de son village, de son ethnie, non? Les gens quelque part se sont dit, mais non, il est le meilleur. Nous allons le soutenir. Pourtant, il y avait leur frère qu'ils pouvaient soutenir, leur frère du village. Non, ils ont choisi de soutenir Cyril Ramaphosa. Parce que c'est en faisant ce genre de choses-là qu'on parvient à préserver un certain équilibre entre les gens. Vous êtes au Cameroun, un Auguste a été là pendant 25 ans, il y a un autre qui est venu pendant 43 ans. Les seuls qui n'ont pas encore été au pouvoir, c'est les Sawa en général et puis les Grassfield en général. Il y a des gens qui estiment que non, ils sont les seuls au pays les plus intelligents en politique. Ce sont eux tout simplement les seuls qui peuvent vraiment conduire le destin de la nation et qu'on doit encore confier à un Fambeti Boulou. Lui, ça ne lui pose aucun problème. Car après 43 ans de Biya, qu'on ait encore un autre Fang qui sera au pouvoir, Fambeti Boulou qui sera au pouvoir pendant encore les 20 prochaines années. Ça ne lui pose aucun problème. Et quand tu parles de ça, on dit que Bertie, ta réflexion, elle est dangereuse. Est-ce que vous avez pensé donc à l'équilibre, à la préservation de la paix sociale? Est-ce que vous avez pensé à cela? Non. Dans votre tête, c'est quoi? Comme les Occidentaux raisonnent en matière de mérite, vous aussi, Africains, vous allez raisonner en matière de mérite. On est dans le mimétisme. Tout simplement parce que les Occidentaux ont des bases que les autres n'ont pas. Les Occidentaux, ils ont cultivé ça, ils l'ont jardiné sur des siècles. Les Occidentaux peuvent parler de méritocratie, ça fonctionne. Parce qu'eux, ils ont posé les jalons depuis des siècles. Nous n'avons posé aucun jalon. On se lève, on va aussi faire comme des blancs. Ça veut dire que quand on dit ça, bon, Bertie, il est dans un discours un peu, c'est hors sol, c'est complètement arriéré. Bertie, le Camille, il pense tribu. Hein. Nous, on est des gens développés, civilisés quand même. Nous, on n'est pas dans des choses comme ça. Nous, on pense pas tribu, on pense nation. On est en train de partir sur la planète Mars. Vous avez des gens en 2026 hein, qui pensent encore tribu, ça n'a aucun sens. Nous sommes dans le développement rationnel. Ils sont dans des grands discours. Je suis panafricain, panafricaniste. Et
disent qu'ils sont panafricanistes. Et tous sont les filles de leur village. Ils sont panafricanistes. Hein? Remarquez tous ces gens qui parlent de panafricanisme là. Panafricanistes camerounais. Allez voir les femmes à la maison. Tu es donc grand panafricaniste. Mais tu vas en vacances 100 fois, 10 fois, 9 fois tu vas chez toi au Cameroun. 10 fois tu vas chez toi au Cameroun. Donc il est donc panafricaniste en France dans ses discours. Mais quand il va aller au Cameroun, il va aller en vacances, il n'est pas au Zimbabwe. Hein. Il ne part pas en Égypte. Il y a d'ailleurs là beaucoup qui aiment parler de l'Égypte, qui aiment parler des pyramides. Mais quand ils veulent passer leurs vacances, ils vont au Cameroun. Ils mangent le cuit chez eux, ils mangent le condré, ou ils mangent le nzom, ou c'est quoi qu'ils mangent, je ne sais pas trop quoi. Ils épousent les filles de leur village. Mais quand il faut parler de panafricanisme, oh là là, panafricanisme, ils deviennent les plus grandiloquents quand ils parlent de panafricanisme. Mais les panafricanistes même là, même les pères même du panafricanisme, panafricanisme ne veut pas dire rejet de soi. Mais il y a des gens qui pensent que non, parce que tu es panafricaniste, tu dois cesser d'être bamileke. Cheikh Anta Diop, qui est le père du panafricanisme chez nous, qui est l'un des grands héros, il est enterré où? Qui peut me dire là où Cheikh Anta Diop est enterré? Je pose la question aux panafricanistes de comptoir, les panafricanistes du dimanche. Cheikh Anta Diop, avant de mourir, avait dit qu'on l'enterrait chez lui, dans son village, à Tietou. Cheikh Anta Diop, hein? L'Osiris, Cheikh Anta Diop. Il n'est pas enterré à Dakar. Hein? Il est enterré dans son village. C'est un peu comme à l'échelle internationale, vous avez des gens qui sont panafricanistes, mais ils sont tribalistes dans leur propre pays. C'est-à-dire que vous avez un gars qui est panafricaniste à l'échelle continentale, il se retrouve avec les Camerounais, il parle de panafricanisme à gauche, à droite, avec ses frères africains partout dans des conférences et tout. Il te parle de Afrique, 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 Afrique. Dès que tu arrives au Cameroun, tu dis comme ton président, il dit que hey, un Bamileke veut prendre le pouvoir pour aller où avec? Oh, il va aller prendre le pouvoir, un Bamileke. Mais à l'échelle internationale, quand tu les entends dans leur discours, mais au plus profond d'eux, ils sont tiraillés. Dès que tu dis comme ton président, ah non, ils voient le Bamileke au pouvoir. Mais ils se présentent comment? Panafricanistes. Ils sont dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Et ils ne comprennent pas, mais moi, Bertie Le Camille, je ne suis pas dans votre discours. Je ne suis pas dans votre discours. Je ne parle pas ici pour plaire aux gens. Il est panafricaniste, mais il a épousé une fille de son village. Comment tu arrives à épouser une fille de ton village étant panafricaniste? Étant Camerounais panafricaniste, tu pouvais chercher une fille de la Namibie. Tu pouvais prendre une fille, je ne sais pas. Il y a des Camerounais, il y a des femmes, je ne sais pas, qui sont sud-africaines. Tu pouvais prendre une sud-africaine. Tu es panafricaniste camerounais. Tu as pris ta sœur, non seulement camerounaise, donc du même pays que toi. Et tu es encore allé plus loin. Tu es allé prendre la sœur de ton village. Panafricaniste. Ton panafricanisme est où alors? Panafricaniste dans les paroles. Il dit que Cheikh Anta Diop lui-même a enterré dans son village. Il n'est pas enterré à Dakar. Il avait dit qu'on l'enterrait dans son propre village. On l'a enterré au Sénégal. Pourquoi il n'a pas demandé qu'on l'enterre dans les pyramides en Égypte? Mais vous faites ça même à qui même? Vous faites à qui même? Vous êtes dans la bêtise. Vous faites croire aux gens que non, vous êtes ultra développés. On est, voilà quoi, on est très, très... on est des gens très lucides. On est des gens quand même d'une certaine finesse, d'un certain niveau. On ne se mélange pas aux gens qui sont... Mais la réalité est là. La réalité, elle est là et ça vous rattrape. On part des micro-États pour former ce qu'on appelle l'Afrique. On ne part pas de l'Afrique pour former. On part du bas pour monter. On ne part pas du haut pour descendre. Jojo Plus, c'est les élèves zombifiés de, on appelle comment, la bêtise de guerre. Tu as fini d'écouter bêtises de guerre dans ces bêtises.
Et tu as fini de m'insulter avec bêtises de guerre. Tu viens t'asseoir maintenant dans mon direct, tu dis bonsoir mon grand. Donc souffrez d'avoir quelqu'un qui ne parle pas ici pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je ne fais qu'exprimer mon point de vue. Ça ne veut pas dire que ce que je dis est complet ou que ma vision elle est complète, elle est totale et tout et que non. Il y a certainement dans ce que je dis des points où on peut améliorer, mais le fond de ce que je suis en train de dire est la solution. Si on veut se baser sur tout simplement ce qu'on appelle le mérite, monsieur, l'affaire de mérite, on ne va pas s'en sortir. Pourtant, je fais moi-même la promotion du mérite. Mais on parle de la préservation des équilibres, la préservation de cet équilibre-là. Si vous ne comprenez pas ça en politique et vous pensez qu'on fait tout simplement pour faire, je vous ai pris l'exemple de combien de pays? J'ai cité la France, j'ai pris l'exemple de la Belgique, l'Afrique du Sud, j'ai pris le Nigeria. J'aurais pu prendre encore d'autres pays, hein. Je peux vous prendre d'autres pays encore. Comment les gens se sont assis, ils ont pensé. Comment on pouvait préserver un certain nombre de choses. Ces acquis-là doivent être préservés. Pour qu'on ne tombe plus dans les affaires de guerre civile, de ceci. Ce qui est en train de se passer au Rwanda. S'il continue comme ça au Rwanda, il y aura guerre civile encore au Rwanda. Tout ce que Kagame a construit pendant 20-25 ans, on va retomber dans le Rwanda d'avant. Pourquoi? Parce que il a pris le pouvoir dans un contexte très difficile où avant ça, il y avait eu Juvenal Abiyarimana, il y a eu le génocide, tout ce qui s'est passé. Par la suite, lui, Kagame, qui est Tutsi, a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir, mais il y a une chose de plus en plus. Il est resté au pouvoir depuis plus de 20 ans déjà, Kagame. Je ne sais pas exactement en quelle année. Mais il est quand même à plus de 20 ans au pouvoir, 20-22 ans par là, comme ça. Kagame. Et quand vous regardez la propagande qui est faite au Rwanda, vous avez l'impression, par exemple, au Rwanda, il y a une mise en avant de son ethnie à lui. Quand vous voyez les Rwandais avec 1 mètre, 2 mètres comme ça, les filles rwandaises qui sont belles avec le visage beaucoup plus fin et tout ça. En fait, on est dans la propagande, on est dans la promotion d'une ethnie. On est en train de faire finalement du Rwanda un pays qui a tel type de femmes, les femmes qu'on appelle les femmes nilotiques. On est dans ce genre dans cette promotion-là. Mais il y a des femmes par millions qui sont les femmes les plus nombreuses du pays, mais qui ne sont pas de ce style-là, de ceux qui n'ont pas ce physique-là. Mais inconsciemment, on passe un message. Et on finit par croire un jour que toutes les Rwandaises sont comme ça. Oh, il y a des Rwandaises qui font 1,50 m. Il y a des Rwandaises qui, voilà, ont des traits négroïdes plus prononcés. Il y a des Rwandais. Mais on est dans une sorte de promotion ethnique. Et le Rwanda, il est là, il est en train de préparer son fils pour que son fils prenne le pouvoir. Et qu'est-ce qui va se passer donc plus tard? Cet équilibre-là va être rompu. D'ailleurs, qu'il y a un équilibre fragile. Si après avoir dirigé, il confie le pays à son fils qui va aussi diriger, il y a le risque qu'on reprenne à zéro avec des guerres civiles chez nous. À un moment, les gens doivent apprendre à lâcher prise. Ça peut être quelqu'un qui est du même système, hein? Quelqu'un qui est dans le même environnement. Ce n'est pas ce qui pose problème aux gens. Mais il ne faut pas que ce soit quelqu'un parfois de la même ethnie. Parce que ce qui est encore plus cher pour nous en Afrique, c'est ce qui fait qu'on s'entretue. Il y a les religions et il y a les tribus chez nous en Afrique. Les deux là. Je vous prends un exemple très simple sur le continent africain au moment où nous sommes en train de parler. S'il y a 10 guerres sur le continent africain, les 10 guerres sont créées, ce sont des guerres qui sont causées par des problèmes ethniques et des problèmes religieux. Si vous dirigez en Afrique sans tenir compte de ces deux réalités, vous vous perdez complètement. Complètement, vous vous perdez. Et, bis repetita, on va revenir à zéro. Vous avez vu ce qui s'est passé en Éthiopie. Il y a eu il y a le président Meles Zenawi
qui lui est tigréen, qui a dirigé le pays pendant 30 ans, pratiquement. Les Tigréens, ils étaient à l'aise, ils étaient en zone de confort, comme les Fambeti Boulou d'aujourd'hui, qui pensent que le pays leur appartient. L'acte de naissance du pays, ce sont eux qui détiennent ça. Les Fambeti Boulou, c'est-à-dire que vous allez voir le Fambeti Boulou, même quand il te dit qu'il est contre Biya. En fait, en même temps, il dit être contre Biya, mais c'est lui qui doit choisir celui qui doit remplacer Biya. Donc, quand il apprend que quelqu'un d'autre va remplacer Biya et qui n'est pas Fambeti Boulou comme lui, il panique. Il se dit, mais si ce n'est plus mon frère Biya qui est au pouvoir, les autres, quand Biya ne sera plus là, qu'est-ce que les autres vont faire de nous? Il y a des millions de Fambeti Boulou qui pensent comme ça. C'est ça le véritable problème chez nous. Si vous oubliez les deux axes-là, la tribu et la religion en Afrique, vous allez être de très mauvais dirigeants. Vous basez tout simplement sur le mérite. Et on voit que voilà le Cameroun qui va représenter telle chose. On ne voit que des Camerounais musulmans. On va se demander, mais attends, il n'y a pas de Camerounais chrétiens dans ce pays, il n'y a pas de Camerounais animistes, il n'y a pas... On voit à un moment qu'il n'y a que les Camerounais qui viennent d'une certaine ère géographique. Les gens vont se poser des questions. Le président Meles Zenawi, quand il a perdu le pouvoir, et maintenant voilà ce qui se passe en Éthiopie. Ils ont perdu donc un certain nombre d'avantages. Quand on était tigréen, on était considéré comme la race supérieure, les gens qui ne vont pas se mélanger aux autres. La majorité du pays, hein, l'ethnie majoritaire en Éthiopie, ce sont les populations, les Oromo. Et le président Abiy Ahmed qui est au pouvoir en ce moment, c'est un Oromo. Et ils n'ont pas supporté. Et ils se sont dit, mais attendez, quelqu'un qui est Oromo, qui est considéré comme mon subalterne, va être le président de mon pays. Il va me diriger moi qui suis suprémaciste tigréen. Dans les frustrations, d'autres ont créé leur guerre, ils ont dit qu'ils vont créer leur État. Ils ont un État jupitérien quelque part là-bas. Ils ont dit qu'ils appellent ça la Tigré. Ils vont créer la République des Tigrés. Voilà les réalités africaines qui existent encore même chez les Européens. Et c'est quelque chose qui est encore plus prononcé chez nous. Ça veut dire que si vous prenez des décisions politiques, vous ne vous basez pas sur ça, vous ne tenez pas compte de cela, pas se baser dessus, mais tenez quand même compte de cela. Vous allez vous tromper sur toute la ligne. Et c'est ce qui va arriver au Rwanda si ça continue comme ça. Les Hutus, qui sont les plus nombreux, vont se dire à un moment, il faut qu'on reprenne les choses en main. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Éthiopie, on a vu comment on a écrasé dans le sang toutes leurs révoltes qu'ils appellent les Tigréens et tout. Ah, on va prendre le pouvoir. Moi, je les ai vus ici une fois à la place de la République avec leur drapeau. J'ai dit, fichez-moi le camp avec vos histoires de drapeau. Vous voulez créer quel Tigré? Parce que vous pensez que non, les autres ne peuvent pas. C'est comme ça qu'il y a aujourd'hui au Cameroun beaucoup de Fambeti Boulou qui pensent que non, ils ne peuvent pas être dirigés par un Bamileke depuis la capitale Yaoundé qui est sur leur propre territoire. Un Bamileke non président, Bamileke va me diriger. En fait, il y en a qui ne peuvent pas encore l'admettre. Ils ne peuvent pas encore l'accepter. C'est pour ça que Kamto est combattu. Il y a des gens qui se disent non, ce n'est pas possible. Kamto président, un Bamileke a étudié. Ils ne l'ont pas encore intégré. Pour eux, ce n'est pas encore possible. Remarquez très bien quand le Fambeti Boulou vous parle du Cameroun. On va protéger les institutions. Force reste à la loi. Vous ne pouvez pas vous amuser comme ça avec les règles de la République, tout ça. Hein, force à la loi. Hein, nous, on va agir. Ça, c'est quel genre d'histoire? Les Bamileke, dangereusement, ils sont en train de s'approcher du pouvoir. Si on s'amuse, ils vont prendre. Hein? Vous n'écoutez pas les voices parfois qui fusent partout, qui fuient. Vous avez des voices là partout, dans des groupes WhatsApp et tout ça, qui fuitent et qui sont à gauche, à droite et tout. Vous les écoutez, des gens, ils sont dans la peur. Ils se disent, mais Bamileke. En fait, lui, quand il parle de l'État du Cameroun, dans son subconscient, il faut bien comprendre cette position. Lui, quand il parle des institutions qu'il lui défend comme si c'était la cuisine de sa maman. En fait, il faut comprendre que lui, en tant que Fambeti Boulou, lui pense que le Cameroun lui appartient. L'acte de naissance du Cameroun, ce sont eux qui détiennent ça. On va prendre notre pouvoir. Quand vous les entendez parler, notre pouvoir. C'est très fort ça. Donc, il faut comprendre que ces suprémacistes-là, dans leur tête-là, ils ne pensent pas comme les autres. Raison pour laquelle, si vous ne
tenez pas compte de ces équilibres-là, vous allez faire de très très mauvais dirigeants. Donc, j'ai parlé de déséquilibre, j'ai parlé de l'époque d'Ahidjo, quand Ahidjo gérait. J'ai pris les exemples sur un certain nombre de nations à travers le monde pour qu'on se comprenne très bien, pour bien étayer mes propos. Et ne tombez jamais dans le piège de ceux qui vous disent que non, les écans, tout le monde est mélangé dans les écans, c'est ceux qui mangent. Faites très attention quand vous vous faites manipuler. Il ne faut pas tomber dans ça. C'est pour ça que je prends le temps ici quand j'explique les choses. Comme je ne viens pas avec costard cravate avec eux, voilà, parler de français académique en vous disant que je sors de Sorbonne et tout. Peut-être c'est pour ça que vous ne me prenez pas au sérieux. Hein. Je vais commencer à faire ça ici maintenant. Je sors mes costumes là. Quand je parle ici maintenant, je parle en tant qu'académicien. Vous allez peut-être plus me prendre au sérieux. Il y a des choses que je dis, mais c'est tellement profond. C'est tellement profond ce que je dis. Il faut ça. Peut-être je vais me prendre cette posture-là bientôt. Je vais venir ici comme ça. Je commence à vous parler. Je fais des choses là où je dis, ah mais ce gars, il est sérieux. Ah mais ce gars, il faut le prendre au sérieux. Donc, j'ai bien expliqué. Le bouquin-ci, il faut bien l'acheter. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure encore le titre. Ça coûte 55 €. Prenez le temps de bien vous asseoir, vous lisez ça. Il est très puissant. Avec, ça c'est la préface de Alain Foucault. Donc prenez le temps de bien le lire. Il y a même d'ailleurs la nouvelle version revue et augmentée, dont la préface est signée par Djali Amadou Amal, prix Goncourt des lycéens. Il y a la nouvelle version, je crois peut-être, je ne sais plus si ça coûte toujours les mêmes 60 €, mais c'est des bouquins qui sont très puissants, des bouquins aussi un peu rares. Donc il faut chercher, vous allez trouver peut-être, allez sur Amazon, vous allez chercher, vous allez trouver. Vos affaires de Cameroun à 250 ethnies là, il faut sortir de ces bêtises là. Je ne sais pas d'où ça vous vient, mais bon. N'entrez pas dans les histoires des écans. Et quand c'est une nébuleuse qui a été créée par les femmes, eux-mêmes Betty Boulou, ils ont créé leur nébuleuse qu'ils appellent écran. Non, il ne faut pas que je dise ça ici. Je vais faire une autre petite vidéo, peut-être de 5-6 minutes, pour bien expliquer ça, pour qu'on se comprenne. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en train de mener une campagne sur les réseaux sociaux, qui veulent vous faire comprendre que non, ceux-là, c'est des écans. Parce que dans les écans, il y a des Bamileke qui mangent avec Bia, il y a des nordistes qui mangent avec Bia, il y a des Sawa qui mangent avec Bia, les Fambeti, tout ça. C'est l'ensemble de ça qu'on appelle les écans. Tombez pas dans ce piège-là. Il y a une nébuleuse au Cameroun qui a pris le contrôle du pays à partir de 1984 avec le faux coup d'État contre Paul Biya qui s'appelle le clan des Zessingans. Et ce clan des Zessingans avec les Oboufege Clément, les Tungi Anze, celui que vous voyez ministre de l'enseignement supérieur, encore tout jeune à l'époque, grand soutien de Paul Biya, tous ces Fambeti Boulou-là qui s'étaient réunis à l'époque et qui ont dit que c'était leur tour de manger. Et l'histoire de c'est notre tour, ça a commencé en 1983, où l'élite Fambeti Boulou s'est réunie et dit ceci. Les nordistes ont mangé pendant 25 ans. Ahidjo a perdu le pouvoir, Ahidjo est parti. Il te donne la chèvre, mais il arrête la corde. Parce que Ahidjo, n'oubliez pas, à l'époque, avait quitté le pouvoir. Il n'était plus président de la République, mais il était président encore du parti au pouvoir, qu'on appelait l'UNC. Il était encore le président national, et les textes étaient très clairs que le président national, naturellement, est candidat. Ça veut dire qu'il pouvait encore, et il menaçait d'ailleurs à l'époque de reprendre le pouvoir pour Biya, parce que son entourage n'était pas d'accord pour que Biya prenne le pouvoir. D'ailleurs, quand il consulte sa femme à l'époque, Germaine Ahidjo lui dit, Biya, c'est quelqu'un que je trouve très dangereux. Biya, c'est quelqu'un de très fourbe. Je préfère peut-être parce qu'il y avait Aïssim Vodo, il y avait à côté Samuel Ebois, il y avait déjà à côté Ahidjo dit non, je pense que celui-là est beaucoup plus rassembleur parce que
Le problème de Samuel Eboa, il a une dent contre les Bamileke. Lui, c'est un tribaliste. De l'autre côté, Aïssim Vodo, c'est quelqu'un non seulement tribaliste, mais c'est quelqu'un de belliqueux. C'est lui-là qui avait giflé, qui avait essayé une belle paire de gifles à Paul Biya, qu'on appelle Aïssim Vodo. Et ça avait créé à l'époque des tensions et tout, il fallait trouver un successeur. Donc, quand maintenant, Paul Biya va prendre le pouvoir, il y a des balbutiements au début, son pouvoir n'est pas encore vraiment, il n'a pas installé encore ses tentacules. Ses frères maintenant, Fambeti Boulou, vont faire le cercle autour de lui. Ils vont créer ce qu'on appelle le clan des Essingans, qui est le cercle des décideurs. Je vous ai déjà lu ça ici, dans cet ouvrage-ci de Jean-Frédéric Fincam. C'est une nébuleuse très puissante au Cameroun, et qui a été entretenue par les Hubert Mononjana, les Tsungi Hanze, les Oboufeki Clément, qui était à la SNEC là. Il y a beaucoup de ces élites, n'est-ce pas, Fambeti Boulou. Maintenant, ils ont pris le contrôle du pays. On a envoyé Aïdjo à l'exil et tout s'est passé. Bon, voilà, ils ont pris le contrôle donc, du pays. C'est notre tour donc de manger. Et à l'époque même d'ailleurs, les Fambeti Boulou, bon, ceux qui sont des Beti, qui sont de Yaoundé, la capitale est chez eux, ce sont eux à l'époque qui mangeaient beaucoup plus. Parce qu'ils étaient non seulement plus nombreux, ils étaient plus allés à l'école, la capitale était chez eux. Biya lui-même étant là-bas à Yaoundé était considéré un peu comme un étranger. Donc, parce que Biya vient du sud pour venir à la capitale Yaoundé. Même si c'est la même zone géographique, on appelle le peuple Fambeti Boulou. À l'époque, ce qui se passe, c'est que ils disent que c'est leur tour de manger. Et donc, Biya est obligé de puiser beaucoup plus chez les Beti pour faire son gouvernement, parce que déjà son propre peuple, les Boulous, ils ne sont pas nombreux. Beaucoup n'étaient pas là à l'école. Donc, il y a eu le temps de former les élites Boulous et de les intégrer dans le gouvernement en remplaçant progressivement les Beti qu'ils ont finalement isolés pour faire du pouvoir actuel là, le pouvoir Boulou. Parce que la suprématie Boulou a pris le pouvoir, pas quand Biya venait d'être président. Non, ils ont pris le pouvoir beaucoup plus tard parce qu'il y a eu le temps de les former et de les intégrer tous dans des postes clés de l'administration. C'est pour ça qu'il a bien arraché systématiquement des postes aux Beti qu'il remettait à ses frères Boulou pour prendre bien le contrôle du pouvoir. Et pendant ce temps, on a écarté les gens, les ethnies qu'on appelle les Etones là, les Manguissa, les Bachenga, tout ça, on les a écartés. Parce qu'ils sont là, c'est des petits considérés comme des petits mendiants, à qui on donne des petits postes, des petits strapontins de temps en temps. Ce n'est pas moi qui invente. Hein. Vous avez l'œuvre d'Ateba Yene ici. Les paradoxes du pays organisateur, vous avez tout ça ici. Numbeso Mbong qui parle n'est pas en train d'inventer les choses. Je ne parle pas des choses qui viennent de mon esprit. Je vous avais sorti toute la liste ici. Donc, maintenant, vous avez 4 départements dans cette zone-là. Vous avez le département de l'océan, vous avez la vallée du Ntem, vous avez le Ndja et Lobo, et vous avez encore le département de quoi là, de l'Anvila. Les 4 départements. Et le département suprémaciste qui est au-dessus de tous les départements, c'est le Ndja et Lobo de Popol. Ce sont eux donc qui prennent des décisions. Et maintenant, c'est en train de chauffer entre eux. Pourquoi? Parce que ils ont pris le temps de manger. Maintenant, le moment venu, ils ont créé une nébuleuse qu'ils appellent Ekan. Pour certaines raisons, d'autres disent que non, les Ekan et tout, bon, voilà. Il y a d'ailleurs eu des sérieux problèmes avec les Gabonais à cause de l'appellation Ekan. Les Gabonais d'ailleurs ont fait des trucs pour dire que n'utilisez pas notre nom dans vos bêtises au Cameroun. Nous, on n'est pas dans le tribalisme d'État, on n'est pas dans ce tribalisme-là. Épargnez-nous. Vous vous rappelez de l'épisode là ou pas? Et je vois progressivement comment on est en train d'utiliser le nom aujourd'hui Ekan pour mettre tout le monde à l'intérieur. Quand il y a eu donc échec, ils savent qu'ils ont mangé pendant 43 ans. Il y a l'affaire de Ekan maintenant qui est créée entre eux pour partager les responsabilités en disant que non, c'était entre nous les Ekans. Et maintenant, eux, ils ont refusé en disant que non. Parce que les gens comme les gens de l'ethnie de Valsero, là, les Ekanga, là, il y a l'autre qu'on appelle les Fridolins,
les Martinez Nzogokon avec Kilam là, c'est des Bachenga, c'est les étones en fait. On ne les considère pas. Ils sont au plus bas de l'échelle. Ceux qu'on considère, c'est en haut, les Fangbeti Boulou. Les gens du Boulou. C'est le Boulou en fait qui décide surtout. Et c'est lui qui décide de donner quelques petits strapontins aux Bamileke, petits strapontins aux nordistes, petits strapontins aux Sawa, petits strapontins un peu aux Beti, les gens et tout ça. Ce sont eux qui décident. Raison pour laquelle il y a une bataille de Ngongo qui lui est du côté de Nanga, du côté de la sœur en tout cas, de la femme du président Paul Biya. Ils sont en train de se batailler pour récupérer le pouvoir entre les mains des Boulous. Et celui qui s'accroche encore, c'est celui qu'on appelle le ministre directeur du Bondo Ayolo. Parce que eux là même, c'est les Boulous même. Ce sont eux qui sont en train de s'accrocher. Donc maintenant, à un moment, ils veulent, avec l'affaire de Ekan, partager les responsabilités en faisant croire que non, on avait mangé ensemble, c'est vraiment entre nous et tout. Il y a maintenant ceux qui sont au bas de l'échelle là qui disent que l'affaire des camps là, ne nous mettez pas dedans. Est-ce que vous entendez Fridolin qui, quand Fridolin qui parle, il dit que les affaires de Boulou, c'est les Boulous qui ont mangé. Ne mettez pas les écans, ne mettez pas les étones à l'intérieur parce que nous, on est considérés comme les derniers de la classe. Et rappelez-vous, si Martinez Nzogo était Boulou, ce qu'on lui a fait là, on n'allait jamais lui faire ça parce que c'est des suprémacistes. Donc, le suprémacisme Boulou est décrié de l'intérieur par les Bachenga, les Sissi, les étones, tout ça. Eux-mêmes, ils dénoncent cela. Ils ont non seulement, ils ont maintenant traversé, c'est-à-dire qu'ils ont débloqué un autre niveau où ils ne parlent même plus des camps. Concept qui se limite ici à l'ère géographique Fangbeti Boulou ou à l'ère culturelle Fangbeti Boulou. Ils sont maintenant ramenés ça à l'échelle nationale pour dire que non, les écans c'est eux. Et je vois souvent même dans ce discours-là, parfois j'ai vu mon frère Valsero tomber dans ça. J'ai vu un autre où c'est Elundu qui parle de écans. Et on a pris maintenant écans qui appartenait à une ethnie, hein, qui venait de quelque part dans le socle granitique. Maintenant, on ramène ça à l'échelle nationale, on pose ça au milieu pour faire croire que non, les écans, c'est les Bamileke qui mangent avec Biya, les écans, c'est les Sissi qui mangent avec Biya, c'est les Douala, c'est les Sissi qui mangent avec Paul Biya. Vous avez mangé et vous avez affamé les autres. Il faut assumer vos responsabilités et arrêter d'emmerder les gens avec vos histoires d'écans. Et quand ça vous concerne, il n'y a pas de camps Bamileke, ça n'existe pas ça. Donc, quand vous dites que les gens du gouvernement qui sont Bamileke, là, sont tous des écans, ça n'existe pas. Donc, sortez rapidement de votre truc là. Faut pas embrouiller les gens avec ça. J'espère que j'ai pris le temps ici de bien expliquer ce que je pensais tout à l'heure dans le live. J'ai le temps de bien expliciter ça ici parce que j'aime bien faire mes lives tranquilles comme ça. Je me sens plus à l'aise. Les débats avec les gens, vraiment, ça me fatigue. Les débats, vraiment, ça me fatigue. Je n'ai pas toute cette énergie-là. Donc, je crois avoir abordé ici les points, vraiment. Tous les points, en tout cas. J'avais pris des notes. Hein. J'ai pris des notes ici. Beaucoup de notes. Donc, la méritocratie a également ses limites. Wellington sauf, encore toi. Tu as toujours le macabo de... Tu as toujours le macabo de Campo la Panthère. Maintenant, tu as le macabo de Valsero. Toi, tu es un fanatique. Soit tu aimes, soit tu détestes. Tu es dans les extrêmes à chaque fois. Je ne comprends pas ton problème. Maintenant, tu n'es plus d'accord avec Valsero, n'est-ce pas? Tu es dans les extrêmes. Toujours. Tu te souviens des problèmes qu'on a eu récemment. Il y a des choses, quand je t'ai dit, tu ne me crois pas. C'est quand tu pars te buter, maintenant tu dis que ah ben tu avais raison. Il faut comprendre pourquoi beaucoup de gens me détestent. Beaucoup de gens me détestent. Et ils me détestent parce qu'ils n'aiment pas quand... La vérité là, c'est trop dur. Il y a des gens pour eux, ce n'est pas encore... Ils ne peuvent pas encore avaler un certain nombre de choses. Et moi, je suis plutôt quelqu'un de sympa, quelqu'un plutôt de direct, de clair dans ce que je fais. Et je déteste la langue de bois. En tout cas, j'ai même souvent essayé, mais je n'y parviens pas. Ce n'est pas mon truc. Je préfère être comme ça, clair, direct avec les gens. S'ils ne sont pas contents, c'est pareil. Mais je n'ai pas envie de changer ma façon d'être, changer qui je suis. Parce que j'ai juste envie de
de plaire aux gens. C'est juste ça. Ah, maintenant j'avais vu juste. En tout cas, il y a des gens qui me détestaient, ils ont fini par me retrouver encore dans la rue, ils m'ont pris dans leur bras que, eh Betty, je te détestais pour rien. Le gars, si, ce que je pensais de toi, ce n'est pas ça du tout. Mais moi-même, je ne suis pas facile, hein, parce que moi, j'ai un fort tempérament, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Mais en même temps, je suis quelqu'un de très bien posé, tranquille, je fais ma truc, tranquille avec les gens. Maintenant, tu as le macabo de Valsero, pourquoi? C'est un brave combattant, hein, qui a fait beaucoup de sacrifices et qui donne vraiment beaucoup dans cette lutte. Après, tout ne peut pas être parfait, il ne faut pas attendre que les êtres humains soient parfaits. Mais en termes de contribution dans le combat que nous menons, il n'y a rien à dire. Il a beaucoup apporté, beaucoup. Mais après, il y a des petites choses qu'on peut lui reprocher. Mais ça ne peut pas venir effacer tout le grand travail qu'il a accompli. Donc, il faut savoir quand même, à un certain moment, être juste dans les reproches qu'on peut faire aux gens. Chacun fait sa part. Moi, je n'ai pas de choses à reprocher. Moi, c'est les hommes politiques de l'opposition, là. Ce sont ces gens-là qui me fatiguent. Vraiment qui me fatiguent. Je ne sais pas comment ils réfléchissent, sur la base de quoi ils prennent leurs décisions. Voilà. Ça doit tenir les deux drapeaux là. La France qui m'a accueilli, qui m'a tout donné. Et mon pays, le Cameroun. Les deux là. Voilà. Et même le drapeau là, nous on va changer ça. Ça c'est le drapeau des Boulous. Nous on va sur le Bouloukistan ça. C'est pas le Cameroun en tant que tel. C'est le drapeau du Bouloukistan. Nous on va changer ça. L'hymne national là. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Du début, l'hymne national vraiment de la honte. Je ne sais du jamais vu. Vous prenez l'hymne national du Cameroun, de la première phrase. Si vous retirez au Cameroun, c'est-à-dire que vous retirez au Cameroun, vous remplacez ça par au Bénin. Berceau de nos ancêtres, va de beau et jaloux. Jusqu'à la fin, il n'y a rien qui a un seul rapport avec le Cameroun. Rien du tout, c'est l'hymne national de la honte. L'hymne national de la honte. Un Français au nom de Camille Chazot avait ramassé les bêtises, il a composé comme ça. On chantait ça dans les écoles primaires partout. Il a pris quelques phrases comme ça, on a balancé. Ça fait l'hymne national de notre pays. Si tu sors au Cameroun là, faites cette expérience et chantez l'hymne national du Cameroun dans votre tête. Au Cameroun, vous retirez au Cameroun, vous mettez au Bénin, au Zimbabwe. C'est la même chose jusqu'au bout. Il n'y a rien qui te rassure que tu as affaire au Cameroun. Aucune phrase. Quand vous entendez l'hymne de la Renaissance, des vallées des Bolova, et Bolova c'est une ville du Cameroun, des plateaux de la Damawa, c'est une région de notre pays, de Bamboutos. Après ça, gloire à Mangabel, gloire à Ruben Umnyobe, Wanje Mumi, Foncha, Afana, Paul Samba, Castor Sende Afana, Martin Paul Samba, Umnyobe, gloire à Mangabel, tout ça. Mumie Wanje et tout ça. Ce sont des héros qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays. Tu as des noms de villes, tu as des régions, tu as la Bénoué, tu as tout ça réuni dans l'hymne national. C'est le vrai hymne national qu'on doit mettre, l'hymne de notre pays. Quand tu vas ailleurs, tu t'interroges sur les hymnes. Ce qu'on voit au Cameroun, c'est une honte monumentale. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux. Rien du tout, ça n'a rien à voir avec notre pays, le Cameroun. Rien à voir. L'hymne national, c'est une honte. Si tu vas en Afrique du Sud, leur hymne national, ils chantent ça dans leur langue déjà. Tu as d'ailleurs pas ça même la preuve que ce sont eux qui ont composé l'hymne national de leur propre pays. Tu as l'hymne national à partir en Kosa, tu as en Sesotho, tu as en Zulu, tu as en Afrikaans et en anglais.
L'hymne est chanté en 5 langues. Ce sont les Sud-Africains eux-mêmes qui se sont assis, qui ont chanté l'hymne national de leur pays. Vous allez au Kenya. Et Mungu vuyetu, il était baraka kwetu. C'est chanté dans leur langue, qu'on appelle le Swahili. Tu vas, je ne sais pas où d'autres. Tu prends l'Algérie. Quand tu prends l'Algérie. Resali, resali, resali. Oh, c'est support, ne fais pas. Quand vous regardez les paroles. Ah, tu sais, ne fais, n'espère pas. Pas ça est là que me fait pas. Resali, resali, resali. Nous avons vaincu, nous avons gagné la guerre contre l'oppresseur. Nous avons coupé leur tête. L'islam est notre religion. Il y a la fierté dans leur. Quand vous écoutez l'hymne national, il y a la fierté dans ça. Quand les Algériens parlent. Cameroun, au Cameroun, berceau de nous. Il y a le berceau dans tous les pays du monde. Nos ancêtres, il y a les ancêtres dans tous les pays du monde. Va debout et jaloux de ta liberté. Au nord, au sud, de l'est à l'ouest. Il y a le nord, le sud, de l'est à l'ouest dans tous les pays du monde. Ça dit que c'est une bêtise qui n'a pas de nom. Mais on appelle ça hymne national du Cameroun. C'est des irresponsables qui sont à la tête de ces pays. Il va falloir un jour qu'on change tout ça. Qu'on change tout ça. Qu'on mette le vrai hymne national de notre pays. L'hymne de la Renaissance. C'est quoi ça? Allez regarder les autres pays, leur hymne national. Vous sentez comment c'est un moment de joie, de rassemblement. Les gens... Oh, l'hymne national du Cameroun, à chaque fois quand j'entends, je dis, mais mon Dieu. Les Sud-Africains, quand tu les entends. Kozisi keleli Afrika, malufa kanyisu fondo loyo, into imitanda zonetu, gosi sikelela. Ça, c'est la première version, le premier refrain. Là, ils ont le Kosa. Après, il y a le Sesotho, le Zoulou qui vient et tout ça. Les langues de chez eux. Leur fierté. Cameroun, au Cameroun. Putain, c'est fatigant ça. Bref, je crois avoir dit l'essentiel. On est déjà à combien d'heures de live? Je suis allé vraiment très loin. Autrefois, tu vécu dans la barbarie. Qui peut faire croire un seul instant que l'hymne a été chanté par la première promotion des élèves de l'école normale de Foulassi, René Djamafane, Samuel Minkio Bamba, des conneries comme ça. Autrefois, tu vécu dans la barbarie. Un Camerounais lui-même pouvait écrire ça. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Autrefois, tu vécu dans la barbarie. C'est le blanc qui est en train de parler comme ça, en nous insultant, nous les nègres. Un Camerounais digne de ce nom ne pourrait jamais écrire une telle chose. Déjà que même le niveau de langue, le niveau de français est tellement élevé que un Camerounais de l'époque là ne pouvait pas s'exprimer comme ça. On nous a sorti une histoire sortie de Jupiter. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Ils nous ont sorti les Djamafane. On nous a inventé les Samuel Minkio Bamba. L'école de Foulassi. Jusqu'à vous avez des Lilliputiens qui s'élèvent aujourd'hui pour dire que c'est mon grand-père qui avait composé l'hymne national. Il y a une femme camerounaise là sur Facebook qui insulte. Je suis la petite fille. On avait composé à l'époque l'hymne national du Cameroun. Quel hymne national? Ah, je vais faire un live dessus quand j'aurai un peu de temps. Je veux me pencher vraiment. Je veux prendre peut-être 10 hymnes. Je vais prendre les différents hymnes là. On va faire ça ici. On va voir la différence, comment ça saute à l'œil. L'hymne national du Cameroun, mais c'est une honte. Ah. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. Merci à ceux qui m'ont accompagné, voilà, du début jusqu'à la fin. Merci à Sibi, Sang Oku, Bafang, Sang Bafang Oku, Ardi Safe. Mieux la mort choisie, mon frère. Merci à vous, hein, merci. Très bonne soirée à tous et à toutes. C'était Bertie le Kamit,
l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Très bonne soirée à tous et à toutes.